Le château noir. D'après Gaston Leroux. Chapitre 1. Amour, amour. Regardez, on voit encore la cicatrice. Rouletabille se pencha sur le cou nu qui s'inclinait avec grâce, et, à l'échancrure du chaste décolletage, près de l'épaule ambrée d'Ivana, il aperçut la ligne blanche, très nette, qu'avait laissé le coup de poignard. Troublé, le jeune homme fit un signe de la tête en rougissant. Il avait vu. Les sauvages. Chut. Nous sommes tous encore un peu sauvages en Bulgarie, mais nous n'aimons pas qu'on nous le dise. Oui, vous savez dissimuler. Répliqua le reporter en désignant, d'un geste rapide, les personnages fort corrects qui évoluaient dans le salon du général Vilitchkov, s'asseyaient à une table de bridge ou causaient dans les coins. La plupart des hommes portaient la veste blanche coupée en travers par la bandoulière qui soutient l'épée, la culotte sombre. D'autres officiers étaient sanglés dans de longues lévites de drap gris. Quelques-uns avaient à la main la casquette plate recouverte d'une sorte de galette blanche. Quelques habits noirs, 2 ministres, des jeunes femmes aux toilettes élégantes parlaient entre elles des dernières modes de Paris. Et vous êtes à la veille de partir en guerre contre les Turcs. Nous n'en savons rien encore, cher ami. Pourquoi me mentez-vous ? On a beau savoir bien mentir en Bulgarie, est-ce que ce n'est pas mon métier, à moi, de savoir que c'est la guerre ? Petit orgueilleux. Pour une fois, Ivana, pour une fois, prenez-moi au sérieux, je vous en prie. Et écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Je ne devais pas venir à Sofia. Mon journal avait presque décidé d'envoyer ici une sorte d'état-major. Oui, des généraux à la retraite. Enfin, ce que nous appellerions des bons scalés, mais impotents. C'est moi qui ai tout fait pour qu'on les laissât à leur rhumatisme, et j'ai assumé la responsabilité de la campagne. Pourquoi ? Parce qu'un matin, à Paris, m'étant présenté à l'heure du déjeuner dans la salle de garde de la Pitié, et m'étant étonné de l'absence d'Ivana Vilitchkov, il m'a été répondu que la jeune étudiante en médecine à laquelle je m'intéressais tant venait de partir pour Sofia. Je vous suivrai au bout du monde, Ivana. Vieux fou. Si vieux que ça ? Oh, vous paraissez toujours 18 ans. Vous devriez laisser pousser votre moustache. Elle ne veut pas pousser. J'ai beau faire, j'aurai toujours l'air du gamin du mystère de la chambre jaune. Et vous m'appelez vieux fou. Mon petit Zo, savez-vous comment se dit fou en turc ? Mahaboul. Oui, vous êtes ça, mon petit père. À cause que vous êtes venu ici dans l'espoir qu'Ivana Vilitchkov, nièce du général Vilitchkov, vous donnerait des tuyaux que vos confrères n'auraient point. Et allez donc, reporter. Vous ne me connaissez pas si vous me croyez capable d'indiscrétion qui ne manquerait point de vous être préjudiciable. Et il précisa encore les conditions dans lesquelles il avait entrepris ce voyage, dans lequel il devait inaugurer cette série de reportages sensationnels et d'aventures formidables qui a commencé à la guerre des Balkans et qui devait se continuer sur tous les champs de bataille de la grande mêlée mondiale qui se préparait alors dans la coulisse austro-allemande. Il était venu à Sofia surtout parce qu'il aimait Ivana. Dieu, qu'elle était belle, Ivana Vilitchkov. Elle avait cet air noble et un peu indomptable des filles de Koprivchtitsa, qui sont les plus belles femmes des Balkans. Des sourcils noirs et fins comme de la soie, un visage mat avec une sorte de rayonnement, un front élevé, accusant la haute intelligence, de longs, de splendides cheveux noirs entourant la figure de leurs tresses gracieuses, des lèvres de corail, de grands yeux sombres pleins de lumière, une taille élégante, des mouvements vifs mais toujours harmonieux,
une poitrine de jeune guerrière. Enhardi par le rire clair de la jeune fille, Rouletabille la provoqua. « Osez dire que vous ne m'aimez pas !» Ils étaient penchés l'un vers l'autre, se défiant en riant, et si près qu'on aurait pu croire qu'ils allaient s'embrasser. Ivana s'écarta brusquement, car elle avait senti le souffle chaud du jeune homme. Rouletabille se passa la main sur le front, tâcha à reprendre un peu de sang-froid et rejoignit la jeune fille qui s'en était allée à une fenêtre contempler la ville nocturne sous le rideau soulevé. Alors il lui parla tout bas, avec angoisse et une certaine audace passionnée. Elle l'écoutait sans tourner la tête, attentive, immobile et muette. Il y a des preuves que vous m'aimez. Tenez, ici. La joie que nous avons eue à nous retrouver. Ça n'est pas une preuve, cela? Et hier, cette promenade à cheval, hors les murs, la minute où, près du pont de pierre, je vous ai retenu sur votre cheval qui avait fait un écart. Je vous avais eu dans mes bras. Oh, un instant. Rappelez-vous notre embarras et notre silence après. Ce n'est pas de l'amour, tout cela? Eh bien, et tout à l'heure, quand nous avons mêlé nos haleines? Taisez-vous. Je ne serai pas votre femme. Pourquoi? Dites pourquoi? Vous avez dit cela bien mollement, Ivana. Vous êtes promise? Y a-t-il quelque part quelqu'un qui puisse se dire votre fiancé? Non. Il n'y a personne qui puisse se dire cela à mon ami. Je ne veux pas me marier, et je vais vous dire pourquoi. Un jour que je me promenais avec mon père dans le Balkan. Naturellement, j'étais bien jeune, puisque mon père a été assassiné quand j'avais 6 ans. C'était quelques mois avant sa mort. Une vieille sorcière est venue à nous, qui a lu dans les lignes de ma main, et qui m'a dit « Petite, méfie-toi de tes noces. » Voilà. Alors vous comprenez. Je ne tiens pas à me marier, moi. Oh, s'il n'y a que ça. Il regarda son visage immobile et fut stupéfait. Ivana était devenue de marbre. Il ignorait ses yeux durs, ce sombre regard. Il ne connaissait plus cette jeune fille qu'il avait devant lui. Ivana, qu'avez-vous? J'ai qu'on ne doit pas songer à se marier avec moi. Je vous montrai tout à l'heure la cicatrice d'un coup de kandjar que j'ai reçu à l'âge de 6 ans. Sachez, mon ami, que c'est pour m'en éviter un second que mon oncle m'a fait tant voyager et que je suis allée étudier la médecine à Paris. Vous connaissez maintenant la raison de mon exil. Ça n'est peut-être pas très brave, mais c'est assez romantique. Avouez-le. Est-il Dieu possible que ces vieilles histoires des compagnons de Panitsa et des assassins de Velchev ne soient pas oubliées? Saprelotte, sur Stamboulov et sur les vôtres, leurs ombres sanglantes ont été assez vengées. Il paraît que non. Ici, les haines sont éternelles, et l'on ne doit jamais se fier à aucun pardon. Ah, je ne sais vraiment à qui et à quoi l'on peut se fier dans votre pays, Ivana. Et je me demande surtout pourquoi vous êtes revenu ici. Parce qu'on va peut-être se battre. Alors vous comprenez, ma vie ne compte plus. Et puis, qu'est-ce que la vie? Ivana, dans sa main glacée, saisit la main brûlante du reporter et, lui montrant les invités de son oncle, « Et qu'est-ce qu'un coup de couteau? Savez-vous bien, petits os, qu'il n'y a peut-être pas un de ces graves messieurs, je parle des vieux surtout, qui ne pourrait vous montrer sous la redingote ou sous la tunique plusieurs cicatrices comme celle qui semblait vous émouvoir tout à l'heure. Tenez, ce monsieur à cravate blanche et à lunettes là-bas, qui trempe sa lèvre rasée dans sa tasse de thé et qui a l'air d'un honorable rond de cuir à la retraite. » Très intelligent. Je l'entendais tout à l'heure s'exprimer sur les hommes de ce temps. Il les démonte comme une montre de poche. Oui, il voit au fond des choses comme dans une haute source. C'est Stancho, un ancien paysan, vice-président de notre Sobranier. Il était des 5 qui accompagnèrent Zacharie Stoyanov dans sa dernière aventure à Troyane, avant la guerre de la délivrance. Pendant 15 jours, errant dans une forêt, il ne se nourrit que d'oseilles sauvages et d'escargots. Le 16e, il tomba dans un parti de bachibouzouk. Les Turcs découvrirent que c'était un comité. Son compte était bon. On lui posa sur la tête une couronne de fleurs des champs. « Tu plairas comme cela aux belles filles de Troyane », lui disaient les Eptiers, avant de le pendre. Et ils l'ont pendu. Pas possible. Oui. Quand il fut pendu, ils tirèrent dessus. C'est ce qui l'a sauvé. Une balle coupa la corde. Mais comme il avait 5 autres balles dans le corps, ils le laissèrent pour mort. Il revient de loin. Nous revenons tous de loin dans mon pays. Si je vous disais encore, petits os,
que ces 4 joueurs de bridge, à cette table, se sont plus ou moins assassinés les uns les autres dans nos querelles intimes, et que celui qui étale le mort, en ce moment, de ses 4 doigts de la main droite, a perdu le 5e lors de l'assassinat de Stamboulov. Les 2 en face de lui sont des cousins de Karavelov, que Stamboulov fit emprisonner, mettre à nu et fouetter jusqu'à l'évanouissement. Ils étaient certainement du complot où périt Stamboulov et où succombèrent assassinés mon père et ma mère. Et vous les recevez chez vous? Oh, ils n'ont pas trempé directement dans l'attentat. D'où pays? Mais enfin, monsieur, nous allons nous battre. Et notre devoir est d'oublier toutes nos querelles et toutes nos haines domestiques. C'est à voir, mais je ne vous comprends plus lorsque vous me dites que vous, Ivana, vous risquez à chaque instant, malgré la guerre imminente, d'être encore la victime de toutes ces haines-là. C'est que moi, dans mon affaire, j'ai un pomac. Qu'est-ce que c'est que ça, un pomac? C'est un Bulgare qui s'est fait musulman. Et je vous prie de croire que nous n'avons pas de plus terrible ennemi. Oui, ça doit donner quelque chose de soigné. Et comment s'appelle votre pomac? Pourrait-on le savoir? Il s'appelle Golof. Le reporter avait conservé la main d'Ivana dans la sienne. Il la sentit tressaillir pendant que la jeune fille prononçait ce nom à voix très basse. Chapitre 2. Du sang, du sang. À ce moment, un nouveau personnage entra dans le salon et se dirigea aussitôt vers Ivana. Il prit à peine le temps de la saluer pour lui tendre une feuille télégraphique. Qu'y a-t-il donc, Vastchenko? Ivana Ivanovna, lisez, je vous prie, cette dépêche d'Andrinople, que je viens de recevoir d'Athanas Ketev. Athanas Ketev? Mais je le connais. Il est venu à Paris. Oui, c'est celui que vous appeliez le 1. Mais lisez donc. Ce brave Athanase, il est toujours pour moi dans des transes. Qu'y a-t-il donc? Allez voir Ivana et dites-lui que je suis triste parce que j'ai eu un mauvais rêve cette nuit, qu'elle veille bien sur sa chère santé et sur celle de son oncle, et qu'elle ne sorte point de chez elle avant mon arrivée, qui n'est plus qu'une question d'heure. Je trouve cette dépêche inquiétante. Bah, vous savez, il voit toujours tout en noir, Athanas Ketev. Sait-on où il habite, votre pomac? Mais vaguement. Entre l'Istrandja et la mer Noire. Il disparaît pendant des années. On le signale à Andrinople. Il paraît de temps en temps en Bulgarie. Il vient sans doute voir si je n'y suis pas. Et puis on n'entend plus parler de lui. Et comme en signe d'affection et de protection, Rouletabille serrait la main d'Ivana, qu'elle lui avait abandonnée. Elle l'entraîna. Venez, venez. Il faut que vous sachiez comment mes parents sont morts. Elle souleva une portière et ils quittèrent le salon sur lequel Rouletabille jeta un dernier regard. Tous ces personnages si calmes et si corrects, qui faisaient autour des tables tous les gestes de la civilisation, il les voyait maintenant dépouillés et nus, sanglants, déchirés par le fer, rouges des anciennes guerres et des luttes civiles, atroces, s'assassinant au nom de la patrie pour laquelle ils étaient prêts à mourir ensemble et à trahir ensemble. Civilisation et Moyen-Âge, étrange, trompeur, cruel, attirant et repoussant mélange de l'extrême et hypocrite et bourgeoise politesse de l'Occident et des instincts barbares de l'Orient. Ivana lui fit traverser une pièce sombre où une unique lampe semblait n'avoir été laissée là que pour éclairer un portrait de Stamboulov jeune. Elle le lui montra. Sous ce portrait, il lut ces lignes signées de Zacharie Stoyanov. On l'appelait l'écolier, mais sa parole ardente, sa résolution inébranlable, ses chansons patriotiques touchaient les plus endormis. La fatigue, la faim, l'esclavage, la mort n'étaient rien pour lui. Surtout la mort des autres. Ivana ne broncha pas. Elle dit « Oui, il en a tué beaucoup. Il n'est guère de famille qui n'ait à lui reprocher une victime de son patriotisme. Il faisait bien les choses. Les cachots étaient pleins et il y a eu de belles pendaisons après le complot de Routchouk et la trahison de Panitsa. Il le fallait. Il le fallait. Mon père a été le bras droit de Stamboulov. Lui aussi, il a sauvé la patrie. Maintenant, ils sont morts, tous les deux, à la tâche. Venez. » Elle le promenait dans une des dernières vieilles maisons de Sofia, qui avait conservé son cachet mi-slave, mi-byzantin,
Immense masure bâtie de peu de pierres et de beaucoup de bois, où les pièces étaient vastes et sombres, traversées dans le plafond de poutres énormes, pièces sur lesquelles s'ouvraient des couloirs inattendus, des escaliers insoupçonnés, chambres truquées avec des placards et des alcôves comme de véritables boîtes à surprises. Et tout cela encombré de meubles cocasses, de tapisseries lourdes faisant flotter sur les murs les figures hiératiques des saints orthodoxes tels que les ont fixés les moines du mont Athos. Des icônes, des bijoux autour de certains portraits, des meubles marquetés d'ivoire et d'or enchâssés de pierres précieuses, et des parquets fatigués et gémissants. Curieuse vieille maison, considérée maintenant à Sofia comme un phénomène, surtout dans cette rue Moskovska et dans ce quartier où tout est neuf, à l'exception de la vieille petite église de Sainte-Sophie. Antique demeure qui a vu tant de drames et qui pleure et qui geint comme une aïeule de tous ses membres desséchés dès qu'on la remue un peu. Une porte qu'ils poussèrent eut une plainte si lugubre que Rouletabille s'arrêta net, retenant Ivana par sa robe. Mais elle, lui jetant par-dessus l'épaule ce regard noir qui eût fait courir le reporter en enfer, fit « Venez, venez !» Et ils pénétrèrent dans une chambre qui était comme une chapelle. La piété du général avait réuni là tous les souvenirs qui lui restaient de son frère et de la femme de son frère, la mère d'Ivana. Quels souvenirs! Le regard, dans cette pénombre trouée des yeux clignotants des petites veilleuses, rencontrait d'abord 2 mains coupées, effroyablement entaillées, qui avaient été naturalisées telles que l'assassinat les avait laissées et qui montraient leurs blessures dans une caisse de verre, comme quelquefois, derrière la vitre des bijoutiers, une main de cire montre ses bagues ou ses bracelets. Ici, quelle bague, quel bracelet dont la pourpre avait horriblement bruni. Ce sont les mains de mon père. Mais ils entendirent du bruit derrière eux et se retournèrent. Dans l'ombre, sur un sofa, une forme remuait et se dressa tout à coup en prononçant des mots que le jeune homme ne comprit pas. Un homme s'avança, habillé comme les tziganes que Rouletabille avait visités la veille en compagnie d'Ivana dans un proche village à côté du cimetière. Il avait de bonnes bottes, un pantalon bien épais, une ample touloupe de mouton assez sale et un bonnet en peau de chat de 3 couleurs. C'est notre berger Velio, dévoué comme un chien. Je ne sais pas pourquoi mon oncle l'a placé ici avec ordre de ne laisser entrer personne. Velio veut que nous nous en allions. Il s'en va prévenir mon oncle. Elle s'enfuit vers un énorme coffret peint d'images naïves et tout clouté de cuivre, placé sur un tabouret byzantin à côté des dépouilles manuelles de l'illustre mort. Ici sont les souvenirs de ma mère. Et elle tira sans émotion apparente, mais après les avoir dévotement baisés cependant, quelques reliques, des étoffes de vieille soie, une paire de gants, de longs gants blancs tout maculés d'atroces taches brunes. Voyez ces gants, pauvre maman. Pauvre maman. Tenez, et la robe qu'elle avait ce soir-là. Elle s'était habillée magnifiquement. Il devait y avoir gala à la maison. Voyez la robe, dans quel état. Les bandits. Il faut vous dire qu'ils l'ont traînée par sa robe jusqu'à la fenêtre, quand elle fut morte. Ils voulaient jeter son cadavre à la populace. Ma petite sœur et moi, nous crions, vous pensez. Comment vous étiez là? Ici, ma petite sœur et moi, nous nous étions réfugiés derrière ce fauteuil. Vous ne m'aviez jamais dit que vous aviez une sœur? Eh bien, apprenez-le. Elle est morte. Oui, à Constantinople. On l'a jetée dans le Bosphore. Dans le Bosphore? Oui, dans un sac de cuir, il paraît. Vous comprenez, nous ne pouvons pas être sûrs. Enfin, on nous a dit... Pauvre petite Irène. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Rappelez-vous l'an dernier la visite que je reçus à la pitié d'Athanas Ketef. Oh, je me rappelle parfaitement la visite du 1. C'est cela. J'ai pris le deuil alors. Il venait m'apprendre la mort de ma sœur. Comment? On jette encore des femmes dans le Bosphore, enfermées dans un sac de cuir? Oh, il y a 8 ans. Et nous ne l'avons su que l'an dernier. Vous comprenez, il n'envoie pas de lettres de faire-part.
Et elle ne plaisantait certes pas en prononçant cette extraordinaire et inattendue phrase. Elle était derrière le fauteuil maintenant, celui qui l'avait caché un instant au regard des assassins quand elle avait 6 ans. Quelle scène, petite amie, quelle scène. Nous étions venus avec notre vieille gnagna russe pour admirer la toilette de maman. Assassiner aussi la vieille gnagna. Oh, tout cela était très rapide. Écoutez, Stamboulov, brave comme un glaive, ne prenait aucune précaution. Le 15 juillet 1895, il sortait vers 8 heures de l'Union Club, avec Petkov et mon père, montait dans sa voiture pour rentrer à la maison, quand les assassins se jetèrent sur Stamboulov et sur mon père, et les accablèrent de coups de poignard et de revolver, sans que les gendarmes intervinssent. Oh, un coup bien préparé. Les malheureux furent taillés en pièces. Rien qu'à la tête, mon père avait 15 blessures. Ses bras étaient horriblement déchiquetés. Les mains ne tenaient plus que par un lambeau de chair. Pendant cette tragédie, ma petite sœur et moi, à la maison, félicitions maman de sa beauté et de sa belle robe que voilà. Tout à coup, une grosse voix se fait entendre dans la chambre à côté, et puis des pas précipités, et puis la bousculade des meubles. La porte s'ouvre. Ma mère pousse un cri déchirant. « Golof !» Oui, c'était Golof, avec un sabre nu à la main. Celui-là, d'où sortait-il? De l'enfer? On croyait mort. Mon père avait même montré à ma mère le rapport des agents, parce que de celui-là, elle avait la terreur. C'était le fils naturel et adoré d'un compagnon de Panizza. Il avait juré publiquement de nous détruire tous le soir de l'exécution de Panizza et de son père. Au bruit, épouvantés, nous, les petites, nous avions couru derrière le fauteuil. Ma mère, pour nous protéger, se jette devant nous, à genoux, les mains jointes, suppliant Golof. Golof lui passe son sabre au travers du corps. Et comme de ses mains gantées, elle s'était accrochée à Golof. Stéphane le Dalmate, l'âme damnée de Golof, les lui hachait à coups de poignard. Ils étaient venus 4 pour le massacre. Les 2 autres, après avoir tué la gnagna, étaient déjà sur nous, attirés par nos cris. Mais Golof, qui s'était acharné après ma mère, nous réclama comme sa proie. « À moi, les enfants! À moi !» Et il arracha un kandjar des mains de l'un de ses acolytes pour m'en frapper. Disant ces choses, Ivana était revenue au coffret d'où elle sortit encore des bijoux anciens d'une grande valeur, d'admirables colliers de perles, une croix grecque en diamants et rubis, des bracelets d'un travail merveilleux. Il y avait là une fortune sous ses oripeaux sanglants. Les bijoux de ma mère. Elle les laissa retomber et resta là à les contempler, les mains coquettement appuyées sur les hanches. Mais le berger Vélio, aux longs cheveux blancs sous son calbac et à la moustache pendante, est revenu. Et elle se retourne vers lui. Rouletabille fut bouleversée, car elle avait les yeux pleins de larmes. Dans le moment qu'il la croyait de marbre, elle pleurait. Décidément, elle était ainsi dans son pays, tantôt en pierre, tantôt fondant sous les plus tendres sentiments, ou encore hirsute et farouche comme un coq de bataille. À Paris, elle était toujours tranquille et claire, mais la vieille maison l'avait reprise entre ses murs sanglants. C'était bien naturel. Elle parut avoir une dispute avec son berger, et elle fit signe à Rouletabille qu'il devait quitter la chambre. Ils retrouvèrent les salles au parquet ciré et fléchissant. Ivana revint à son récit. J'aurais pu mourir sur le coup. Mais l'horreur et la terreur me donnèrent une agilité inouïe, et je parvins à glisser entre les doigts de mes assassins pour m'en venir tomber dans la troupe des amis de mon père qui rapportaient son cadavre. Quand ils pénétrèrent dans la chambre, il n'y avait plus que les corps déchiquetés de maman et de la gnagna. Ma petite sœur avait disparu. Au dernier moment, au lieu de la tuer, Golof s'était ravisé et l'avait emportée avec lui. Irène était très jolie. Nous sûmes plus tard qu'il l'avait vendue un bon prix à un marchand d'esclaves de Trébizonde. Mais tout cela est épouvantable. Que de crimes. Et pourquoi? Ah, pourquoi? Pourquoi? Vous êtes extraordinaire.
C'est la politique, mon cher. Je déclare sans atout. Disait un des joueurs de bridge dans les moments que les deux jeunes gens rentraient dans le salon. Rouletabille regarda ce joueur-là, qui était un colonel serbe, et il le reconnut. Mais c'est Stoyan Mikhailovitch, celui qui a assassiné la reine. Lui-même, petit ami. Oui, on a dit qu'il était de l'assassinat de la reine Draga. Bonsoir, Ivana. Vous êtes belle cette nuit, comme une petite lionne. Il a raison. Votre coquetterie a ce soir une nuance de cruauté. Cet homme vous plaît ? Beaucoup. Moi, je ne puis le regarder sans frissonner. En passant à Belgrade, j'ai vu le placard du Konak dans lequel lui et sa horde ont assassiné ce pauvre petit roi et la malheureuse reine Draga. C'était un pauvre petit roi qui avait vendu son pays à l'Autriche. Ils auraient dû le remercier, peut-être ? Ils n'ont fait que leur devoir. Croyez-vous que si notre roi ne faisait pas le sien ? On le dit très bien avec l'Allemagne. Guillaume est l'ami des Turcs, méfiez-vous. Elle haussa les épaules et s'éloigna de lui, brusquement, avec hostilité. Elle se promena encore, un peu énervée, parmi les groupes, puis disparut, sans même lui dire adieu. Il sortit, descendit, fut dans la rue, la tête en feu et le cœur en révolte contre Ivana Ivanovna, à cause qu'elle approuvait l'assassinat d'Alexandre et de Draga. Décidément, Rouletabille était un sentimental et un piètre politique. Et puis, il aurait dû se méfier de ses amours slaves. Il aurait dû mater son cœur depuis bien des jours. Il en avait connu de ces jeunes filles, en son temps de Russie, que l'on croit douces et tendres comme des agnelles, et qui sacrifient tout à une idée, et qui ont des cœurs de héros, en roc, contre lesquels viennent se briser le front des amoureux. Mais elle l'avait trompé, avec sa tranquillité et tout son bon sens scientifique à Paris. Il avait rêvé d'un ménage calme avec cette doctoresse, un ménage qui l'aurait reposé de ses aventures. Ah bien. Et puis, ce n'était pas tout cela. Il l'aimait. Il l'aimait. Rouletabille aimait pour la première fois. Comme il l'aimait, son Ivana Ivanovna. Même en ce moment où il la détestait, peut-être ne l'avait-il jamais mieux aimée. Chapitre 3. Nuit d'Orient. Devant le café de Sofia qui fermait, car il allait être 10 heures et l'on était en état de siège, Marco Levallac, correspondant particulier de la Nouvelle Presse de Paris, voulut arrêter Rouletabille, lui demander les nouvelles, mais celui-ci avait hâte de rentrer chez lui pour expédier une dernière dépêche et se recueillir ensuite, penser aux effroyables histoires d'Ivana. La pauvre enfant. La pauvre enfant. Maintenant, il la plaignait, revoyait la cicatrice. Amour, amour. Chez lui, dans son appartement de l'annexe de l'hôtel du Danube, dans le salon transformé en un véritable bureau d'état-major, avec toutes ses cartes étalées sur les murs, sur les tables et piquées de petites épingles à tête de couleur, représentant celle-ci la première armée, celle-là la seconde, celle-là la troisième, et toutes les épingles noires, là-bas, autour d'Andrinople, figurant les Turcs. Rouletabille, les mains derrière le dos, se promène, comme Napoléon avant une campagne. Mais au fond, il ne pense qu'à l'amour et à certaines cicatrices sous une épaule ambrée, entrevues dans l'échancrure d'un corsage dont le délicat parfum l'enivre encore. Rouletabille n'écoute même pas le rapport de son lieutenant Lacandeur, un reporter de son service, une espèce de géant qu'il a amené de Paris pour les fidèles besognes. Et pourtant ce que dit Lacandeur ne semble pas dénué d'intérêt. Rouletabille, on connaît le plan des Bulgares. Fais marcher tes épingles. La première et la deuxième armée vont descendre le cours de la Maritsa et investir Andrinople. La troisième, elle, obliquera à l'ouest des deux premières, descendra d'abord du nord au sud, s'emparera de la voie ferrée, puis prendra l'offensive à l'est. Le gros coup sera d'abord la prise d'Andrinople. Le généralissime Savov affirme à qui veut l'entendre qu'il va d'abord sacrifier 50 000 hommes pour prendre Andrinople à la japonaise. Qu'il dit ?
Tais-toi, idiot. S'il le dit, c'est qu'il ne le fera pas. S'il devait le faire, il ne le dirait pas. On connaît le plan des Bulgares, dis-tu? Du moment qu'on le connaît, c'est que ce n'est pas celui-là. Et il alla se planter devant une immense carte des Balkans. Je suis pas plus idiot que toi. La preuve que c'est vrai, c'est que tous les officiers ont reçu des ordres conformes. Veux-tu que je te prouve que ce n'est pas vrai? Tiens, écris. Et il lui dicta une dépêche retraçant le fameux plan des Bulgares, sonna son domestique, un Français nommé Modeste, ex-garçon de café et fort brave homme, et lui ordonna de la porter à la censure. À quoi penses-tu? La censure est fermée à 10 heures. Eh bien, Modeste court chez M. Franga, le ministre des Postes et Télégraphes, qui est un bon ami à moi, et revient ici avec le télégramme et l'estampille officielle. Tu sais, le petit paraphe au crayon bleu. Jamais Franga ne signera ça. Nous verrons bien. Tu cherches midi à 14 heures. Les Bulgares ont renoncé à cacher leur plan parce qu'ils ne doivent pas en avoir d'autres. Ils ne peuvent passer que par la vallée de la Maritza. Justement, je cherche un endroit par lequel on ne peut pas passer. Et pourquoi? Parce que c'est là qu'ils passeront. Ils te l'ont dit. Non. Et c'est parce qu'ils ne me l'ont pas dit, et que personne ne peut même y penser, que j'y pense, moi. T'es malin, on le sait. T'as beau regarder, va. Pas une bonne route, pas de chemin de fer, rien à faire à l'est de la Maritza. Les montagnes de Visa et de l'Istranja, infranchissables. C'est ce qu'on a dû dire à Bonaparte la veille du jour où il a franchi le Saint-Bernard. À ce moment, la porte s'ouvrit sous la poussée d'un jeune homme remarquablement beau, mais qui avait l'air d'une petite fripouille. Rouletabille avait choisi ce jeune slave de Kiev comme interprète, d'abord parce qu'il parlait parfaitement bien plusieurs langues, dont les patois des Balkans et de l'Istranja, et puis parce qu'il était débrouillard et à peu près sans scrupules. Il lui laisserait faire ce qu'un honnête reporter ne peut pas faire lui-même. À la guerre comme à la guerre. Enfin, Vladimir prétendait avoir toujours des tuyaux spéciaux, grâce à la bonne amitié d'une femme du plus grand monde, disait-il, à certaines princesses d'un certain âge, mais très riches et toujours habillées de somptueuses fourrures, que le jeune homme promenait avec un orgueil de pan dans des cafés de second ordre. Que se passe-t-il, Vladimir Petrovitch? Vous avez l'air furieux, mon ami. Vladimir Petrovitch posa sa canne, son chapeau, ôta ses gants, toujours très élégant, Vladimir Petrovitch, et dit Je suis furieux parce que j'ai encore rencontré ce brigand de Marco le Valaque. Vous savez bien, le correspondant particulier de la Nouvelle Presse de Paris. Il me suit partout pour savoir ce que je vais faire, ce que je vais télégraphier. Ah, méfiez-vous, monsieur, de Marco le Valaque. C'est un homme sans scrupules, qui est capable de tout. Je ne le lui ai pas envoyé dire. Fiche-moi la paix avec ton Valak. Qu'est-ce que je t'avais dit de faire? Je viens de la poste, j'ai tenté en vain de télégraphier, comme vous me l'avez demandé, à Jambol, à Stradja, à Kizilagac. Toutes les communications postales et télégraphiques par ordre du gouvernement sont coupées sur tout l'est de la Bulgarie. Rouletabille claqua des mains et fit entendre un parbleu triomphant, puis il revint devant sa carte et cria à la candeur « Écrit. Journal Époque, Paris. Le plan adopté par l'état-major bulgare que tous les correspondants de guerre télégraphient depuis 2 jours n'a pas été sans étonner ceux qui pensaient que l'on ne s'arrêterait point à l'obstacle d'Andrinople. Mais il faut se rendre sans doute à l'évidence des ordres ostensiblement donnés, sans quoi la concentration des troupes, au lieu de se faire uniquement près de la Maritza, comme on l'avoue actuellement, aurait eu lieu certainement en grande partie à l'est bulgare, par exemple à Stradjal, à Jambol et à Kizilagac, derrière les contreforts de l'Istranja Dag, d'où l'armée bulgare, bien dissimulée, eût pu, par surprise, déboucher sur Kirk-Kilissé. Eh bien, Modeste? Voilà la dépêche visée, monsieur. Hein? Elle ne les gêne pas, celle-là? et il l'arracha, puis donna le second télégramme à Modeste, avec les mêmes recommandations pour le ministre. Vous ne pensez pas que si votre télégramme fait allusion seulement à une parcelle de la vérité, cet excellent monsieur Franga va vous le viser? J'espère bien qu'il ne me le visera pas. Le télégramme ne partira donc pas, mais nous partirons. Comprends-tu, Vladimir Petrovitch? De Kiev. Et à coup sûr, cette fois. Et dans un pays où nous ne risquons pas de rencontrer des confrères. Qui est-ce qui vous a donné des tuyaux? Personne.
Moi, je laisse les tuyaux aux confrères et je fais du reportage avec des idées générales. Voyez-vous, mes enfants, les idées générales, il n'y a encore que ça pour être renseigné. En attendant, en v'là un général. En effet, le général Poutilov faisait son entrée, poussant Modeste devant lui et suivi de 4 soldats baïonnettes au canon. Messieurs, vous êtes aux arrêts, par ordre supérieur. Vous ne pouvez pas sortir d'ici. L'ordre vise ce garçon, monsieur et monsieur. Il désignait Modeste, Lacandeur et Vladimir. Quant à vous, monsieur Rouletabille, veuillez me suivre chez le général-major. Les jeunes gens étaient ahuris. Avant qu'ils eussent eu le temps de protester, 2 soldats prenaient la consigne dans le vestibule et les 2 autres entraînaient Rouletabille. Bah, je vous suis, bas les pattes. Eh bien, ça va être commode de faire du reportage dans ce pays-là. Seulement, maintenant, je connais leur plan. Chez le général-major. Quel général-major? Rouletabille ne fut pas peu étonné de se voir conduire à l'endroit même d'où il venait. Il revoit la rue Moskovska et le jardin et la vieille maison du général Vilichkov, la maison d'Ivana. Le premier étage est encore éclairé. La soirée doit toucher cependant à sa fin. On pousse le reporter dans le pavillon du concierge, près de la grille. Ce pavillon est vide de son schwitzar. C'était la prison momentanée de Rouletabille. Le général-major va venir vous voir tout à l'heure. Il y a une autre sentinelle à la grille. Rouletabille est bien gardé. Il attend. 1 heure se passe. Il s'impatiente. Il s'assied. Il somnole. Il se réveille en sursaut. Il se demande où il se trouve. Il se rappelle son étrange captivité. Il court à l'unique fenêtre qui donne sur le jardin. Il soulève le rideau. Plus de lumière là-bas. Mais quelles sont ces ombres qui glissent dans le jardin sous le clair de lune? On dirait des officiers. Pourquoi se dissimulent-ils ainsi? Pourquoi marchent-ils courbés? Les voilà qui courent. Ils pénètrent dans la maison comme des voleurs. Puis un cri soudain, un cri de mort. Rouletabille croit avoir reconnu la voix d'Ivana. Il ne raisonne plus. Il ouvre la fenêtre, bondit dans le jardin sans penser qu'il peut être fusillé à bout portant par la sentinelle. Mais voilà qu'il chancelle sur un corps. Il se penche, il tâte, il recule. C'est la sentinelle qui gît là, assassinée. Rouletabille, le cœur serré d'un horrible pressentiment, s'élance. Quelle abominable chose se passait en ce moment. Cependant, l'alarme a dû être donnée, puisque des officiers sont accourus. Rouletabille les a vus disparaître dans la maison, de ses yeux, pourvu qu'ils arrivent à temps. Il bondit derrière eux, à travers le jardin lunaire, sans pouvoir retenir un rauque gémissement. Il pense à Ivana et à cette horrible histoire qu'elle lui a dite. Toutefois, il s'efforce de se persuader que le cri qu'il a entendu tout à l'heure n'est point un cri de femme. Il le désire tellement. Si ce cri était à elle, maintenant elle était peut-être morte. Dans le moment qu'il allait franchir le seuil obscur de la maison, une faible lumière s'alluma à une fenêtre au rez-de-chaussée, à gauche. Il y courut. Il allait donc savoir tout de suite ce qui se passait. Il regarda. La fenêtre était entr'ouverte. C'était une pièce de service, nue, assez sale, munie au centre d'une cheminée élevée de quelques pouces au-dessus du sol. Tout près étaient rangés les petits pots en cuivre servant à faire le café. Détails infimes que saisit le regard qui ne le cherche pas et que garde à jamais la mémoire aux minutes terribles de la vie. Rouletabille devait avoir longtemps aussi dans l'oreille le bruit de l'eau de la fontaine qui venait frapper, goutte à goutte, la dalle de pierre. Et cependant, il resta là, 1 seconde. Les gens qui étaient là ne remuaient pas. Silence et immobilité. Un Albanais sauvage, poudreux, avec ces airs de vagabond que gardent presque toujours les gens de cette race quand ils n'ont pas d'emploi régulier, la ceinture garnie d'armes étranges, l'œil vif, les bras croisés, semblait attendre des ordres, être là aux aguets,
ainsi que 2 Turcs dans ces vêtements de coton rouge et jaune qu'ils affectionnent dans les Balkans. Sur leurs épaules, à tous 3, étaient jetées des capotes de soldats bulgares, dans lesquelles ils avaient dû s'envelopper, se déguiser pour pénétrer jusque-là. Ce qui était stupéfiant, c'était la tranquillité de ces bandits, quand ils se savaient recherchés déjà par les officiers dont on entendait la galopade, là-haut, dans toute la maison. Et ils avaient allumé une lanterne, comme chez eux. L'un d'eux fumait. Le fatalisme musulman, jamais Rouletabille ne l'avait mieux vu que là, sur ces 3 visages, si calmes en cette seconde tragique. Au moment où le reporter, qui avait à peine arrêté son élan, allait repartir, quelque chose remua dans l'ombre, et Rouletabille aperçut alors, sur la dalle de la cheminée, 2 corps étendus qu'on avait jetés là, prisonniers ou agonisants. Les domestiques, peut-être, qui s'étaient présentés les premiers au cou de ces messieurs. Le grand Albanais détacha un coup de sa botte dans la cheminée. Il y eut un gémissement, et tout retomba au silence. Rouletabille était déjà parti, déjà dans l'escalier, ne comprenant rien à ce qu'il venait de voir. Toujours le plancher, là-haut, résonnait de la galopade, mais le reporter ne connaissait pas la maison. L'obscurité le gênait. Il fit craquer une allumette, aperçut un commutateur, le tourna, ne parvint point à faire jaillir l'étincelle électrique et s'aperçut alors que les fils étaient coupés. Comme au Konak la nuit de l'assassinat de la reine Draga et du roi Alexandre. Et arrivé sur le palier du premier étage, il souffla sur son allumette après s'être orienté. Il préférait encore la nuit. Il ne savait pas qui il allait d'abord rencontrer. Il avait voulu de la lumière. Maintenant, la lumière le gênait. On ne savait pas à qui, après tout, elle pouvait le dénoncer. À tâtons, il avait pénétré dans le grand salon qu'il connaissait bien pour y avoir passé la soirée avec Ivana. En passant près d'une fenêtre, il tira dans toute sa largeur un rideau, et la clarté lunaire qu'il évita envahit un grand carré de la pièce, dont il fit le tour avec précaution. Soudain, il trébucha et recula avec horreur, comme tout à l'heure, là-bas, dans le jardin. Il avait encore marché sur un corps mou. Il se jeta à genoux dans une angoisse indicible. Il tira le corps à lui, le poussa jusque dans le carré de lumière, et, ce faisant, il se rendait compte qu'il tâtait des vêtements d'homme. Et cela, déjà, le soulageait de l'horrible pensée qu'il avait eue. La tête du mort apparut dans la clarté froide de cette nuit sinistre. Il reconnut l'officier d'ordonnance du général Vilitchkov, à côté duquel il avait dîné le soir même. La galopade qui s'était éloignée, qui semblait avoir fait le tour des appartements, se rapprochait. Rouletabille se rejeta dans la nuit. Et 3 officiers, qui avaient le sabre nu à la main, apparurent à l'entrée qui donnait sur le palier, à cette même porte qui venait de laisser passer Rouletabille, cependant que par l'autre porte, au fond, celle qui donnait sur les chambres que lui avait fait visiter Ivana, un autre officier, qui avait également un sabre à la main, surgissait dans un état de rage et d'exaltation extraordinaire. Il jetait aux autres des mots précipités, auxquels ceux-ci ne répondaient que par des monosyllabes, des dénégations énergiques. À l'apparition des officiers, Rouletabille avait failli céder à son premier mouvement, qui était de se joindre à eux et de leur demander des explications. Mais la bizarre attitude de ces hommes, leur langage forcené, leur fureur et la figure terrible de celui qui semblait commander aux autres lui donnèrent immédiatement à réfléchir. Ces gens avaient moins l'aspect de sauveurs que celui d'assassins. En bas, à la vue des capotes, il avait pensé que l'Albanais et les Turcs s'étaient déguisés en soldats. Ceux-là, dont la figure n'était pas plus recommandable, avaient bien pu se déguiser en officiers bulgares.
et ainsi s'expliquerait la facilité avec laquelle ils avaient pu approcher des sentinelles, les supprimer et pénétrer dans la demeure du général Vilichkov et d'Ivana. Pour quelle abominable entreprise! Déjà, le jeune homme s'était heurté à 2 cadavres. Qu'étaient devenus Vilichkov et Ivana? Avaient-ils été déjà victimes des misérables? Le reporter ne le pensa point, devant la fureur croissante et le désarroi très apparent des conjurés. S'il avait pu douter encore un instant de la véritable personnalité des officiers qui se disputaient devant lui en ouvrant des portes et en agitant leurs armes, il ne tarda point à être complètement renseigné par un nom qui fut prononcé et dont les syllabes sonores lui étaient restées dans l'oreille depuis sa conversation avec Ivana. Stéphos. Stéphos le Dalmate, avait-elle dit, l'âme damnée de Golov. C'était donc la bande de Golov qui était là, accomplissant son horrible besogne, achevant l'effroyable vengeance commencée 18 ans plus tôt. Et ces paroles de sanglants reproches que celui d'entre eux qui paraît le chef adresse à Stéphos, si Rouletabille ne peut exactement les comprendre, du moins espère-t-il en saisir le sens. Le nom d'Ivana revient à plusieurs reprises dans la bouche de l'homme, de cet homme à la figure terrible, apparu 1 seconde dans la clarté lunaire, et qui pourrait bien être la figure de Golov elle-même. Évidemment, cet homme se plaint de ce qu'on n'a pas trouvé Ivana, et les autres répliquent qu'ils l'ont cherché partout. Cela se comprend à leurs gestes. Ivana est cachée, bien cachée dans cette mystérieuse demeure que Rouletabille, quelques heures auparavant, comparait lui-même à une boîte à surprises. Vivante et cachée. Du moins, Rouletabille l'espère. Sans quoi, il n'y aurait plus de Dieu. Attention. Ils ont fini de se disputer. Ils se consultent. Ils vont reprendre leurs recherches. Ils s'orientent. Ils se montrent des portes, des couloirs. Ils se distribuent la besogne. Ils se partagent le chemin à reparcourir. Et peut-être, cette fois, vont-ils tomber sur Rouletabille qui ne peut rien faire. Rien. Rien qu'attendre qu'il s'en aille ou qu'on le découvre. Sur Rouletabille qui n'est pas armé, pas un couteau, pas un revolver. Les faux officiers ont fait jaillir soudain des raies de lumière, de petites lanternes sourdes dont ils apparaissent munis. La lanterne d'une main, le sabre de l'autre, ils cherchent. Et il y en a qui passent leur sabre au travers des rideaux, comme Hamlet cherchant de la pointe ce pauvre Polonius. S'ils ont des revolvers, ils ne les montrent point. Pas un coup de feu n'a été tiré. On assassine ce soir à l'arme blanche. Rouletabille est accroupi au fond de la nuit, derrière un fauteuil. Un vaste fauteuil de cuir, comme celui qui cachait autrefois Ivana et Irène, quand on assassinait leur pauvre maman et leur vieille gnagna dans la chambre aux reliques. On peut dire que Rouletabille fait du reportage vécu. S'il a, quelques jours, à raconter un drame d'Orient dans lequel on assassine les rois et les reines, il saura la figure et le cachet qu'il faut donner à tous ces gens-là. Il se rappellera le mufle rageur de Stéphos, les allures fouinardes des autres qui tâtent les murs et les étoffes, chercheurs de portes secrètes. Et surtout, il se souviendra de la colère formidable de ce Golov, car ce doit être lui en vérité, à qui sa proie échappe. Mon Dieu, pourvu qu'elle leur ait échappé, Ivana. Rouletabille, à coup sûr, mourrait de la mort d'Ivana. Du moins, le pense-t-il parce qu'il aime pour la première fois et que le premier amour va toujours jusqu'à la mort, pense-t-on. Les officiers, par des portes différentes, ont disparu, ont glissé, passant près de Rouletabille sans le voir, persuadés que cette pièce, qu'ils ont certainement fouillée déjà de fond en comble, ne contient plus que ce peu intéressant cadavre de l'ordonnance du général Vilichkov. Et le général, lui, qu'est-il devenu ? Sans doute est-il déjà mort,
car les autres n'en parlaient pas, ne prononçaient point son nom, ne s'en étaient, dans leur désarroi, nullement préoccupés. Son compte, à celui-là, devait être réglé. Que va faire Rouletabille? Se sauver pour chercher du secours? Ah bien, tous les sinistres oiseaux seraient envolés quand il reviendrait tout juste, peut-être, pour prendre dans ses bras le cadavre palpitant et tout chaud d'Ivana. Alors, ouvrir une fenêtre? Appeler? L'entendrait-on? Et puis, ils seraient tous sur lui, au second cri. Et combien sont-ils? 8? 10? Ah, s'il avait seulement un revolver! Ivana, Ivana, où es-tu? Il n'a plus aucune idée. C'est l'amour qui lui enlève toute ingéniosité. S'il n'avait pas aimé Ivana, bien sûr qu'il aurait déjà trouvé un moyen de la sauver, en admettant qu'il en fût temps encore. Mais il ne sait que gémir sourdement, se heurter à nouveau au cadavre de l'officier d'ordonnance. Ah! Ah! Le cadavre a un sabre! Rouletabille tire la lame toute nue, déjà à moitié sortie du fourreau. Maintenant, cette arme à la main, il écoute, moins tremblant, si le bruit de son pas n'a point été entendu. Il se glisse dans la pièce à côté, en rasant les murs, en tâtant les meubles, en se faisant tout petit, aussi petit que possible, soufflant tout bas, si bas. « Ivana, Ivana, Ivana !» Il est exact que ce jeune homme aime jusqu'à la mort, puisqu'il ne sait que mourir pour celle qu'il aime. C'est tout ce qu'il peut faire. Venir mourir avec elle. Oh, avec quelle voix sourde il l'appelle. « Ivana! Êtes-vous là, Ivana? Ils sont loin, répondez-moi! C'est moi! Moi, Rouletabille !» Ah! Il fait tomber une chaise avec un certain fracas. Et aussitôt, il y a des bruits de pas dans la chambre à côté. Une galopade qui revient. Et Rouletabille s'écrase contre le mur, dans la nuit d'un rideau qui le couvre à peine, les yeux grands ouverts sur cette porte éclairée par la lune, sur cette porte qui va s'ouvrir et laisser repasser la galopade des assassins. Voici Stéphos, et puis un autre, hagards et sanglants. Ils ne font que repasser comme des démons de cauchemar. Et quand ils ont traversé la pièce, derrière eux, une forme blanche qui se glisse, chancelante contre les murs. Ivana, dans sa robe de soirée, déchirée, dont elle traîne les lambeaux comme des ailes lasses, incapable de soulever un corps mourant. Ivana, dont la gorge blessée fait entendre un sanglot d'épouvante, et dont les cheveux épars pendent derrière elle comme de longs serpents noirs. Rouletabille l'a déjà appelée par son nom, s'est précipité vers elle, l'a reçue dans ses bras au moment où elle allait s'affaisser sur le tapis. Il soulève sur sa jeune et ardente poitrine ce poids si cher. Il arrachera cette proie à ses bourreaux. Il a une foi surhumaine dans sa force et dans sa chance. Mais elle, avec sa pauvre voix d'effroi, le fait redescendre à la réalité horrible. Les voilà. Golof. J'entends le pas de Golof. Et c'est vrai qu'à droite, à gauche, des pas accourent de partout. Des voix s'appellent, s'interpellent. Ivana montre un coin de la muraille. Là. Que veut-elle dire? Ivana retrouve des forces, à cet instant suprême, pour soulever une tapisserie qui garnit le mur et cache une double porte qui est là, dissimulée, destinée à mettre en communication cette chambre avec une petite garde-robe bien étroite. Ivana fait glisser la double porte. Il se précipite dans ce refuge, mais pas assez vite pour qu'il puisse éviter d'être aperçu d'un nouveau personnage qui vient de faire irruption dans la pièce, qui bondit vers eux, et qui arrive juste à temps pour rabaisser la tapisserie sur la double porte refermée. Ivana, Rouletabille ont reconnu le berger Vélio, poursuivi lui aussi, traqué, et qui, avant de mourir, aura eu au moins le temps de faire le geste qui, peut-être, sauvera sa jeune maîtresse. Car déjà, les assassins sont sur lui.
Du fond de leur armoire, Ivana et Rouletabille entendent leurs vociférations, leurs admonestations, leurs menaces et leurs promesses. Ils traînent maintenant Vélio avec eux, le sommant, sous peine de mort, de leur dire où est sa maîtresse, de leur dévoiler la mystérieuse cachette où, dans cette maison qu'il connaît, elle a pu se réfugier. Mais Vélio prétend ne rien savoir. On entend ses désespérées dénégations. Et la bande passe, pousse le malheureux plus loin, le traîne avec elle au centre d'un tas de gestes de mort. Pendant ce temps, les deux jeunes gens au fond de leur placard s'étreignent les mains, espèrent qu'ils sont sauvés, n'osent pas respirer, écoutent. Ah, quand Rouletabille traversait naguère Belgrade et visitait les chambres fatales du Konak, il ne pensait point qu'il reverrait sitôt une horreur pareille, et qu'il revivrait sitôt, pour en mourir peut-être, la nuit d'Alexandre et de Draga au fond de leur placard. Ainsi devaient-ils se tenir tapis, les deux amoureux souverains, dans la nuit de leur cachette, derrière les rideaux, tandis qu'ils entendaient travailler leurs ennemis. Et que l'on traînait de pièce en pièce Lazare Petrovitch, comme ceci traînait Vélio pour qu'il dévoilât la retraite de sa maîtresse. Mais si Lazare Petrovitch a parlé, Vélio s'est tu héroïquement, comme un bon berger dévoué à la garde de ses maîtres, comme un chien fidèle. Ah, ces bruits de bottes et de sabres sur le parquet, quand cesseront-ils ? L'aurore, en chassant cette sinistre nuit, n'aura-t-elle point bientôt chassé ces bandits ? Comme ils s'étreignent éperdument, les petits, au fond de leur placard, quand les bruits se rapprochent, que pourrait faire Rouletabille dans ce carnage ? La couvrir de son corps ? Mourir avec elle ? N'est-ce pas ce qu'il a désiré tout à l'heure ? Son vœu est exaucé. Il tient Ivana embrassée. Il a sur son épaule sa belle tête appesantie, et il sent sur ses mains couler le sang de la gorge. Par quel miracle, après un coup pareil, a-t-elle pu leur échapper ? Et puisque le ciel a voulu ce miracle-là, comment croire que la Providence n'ira pas jusqu'au bout du miracle lui-même et ne la retirera point vivante du gouffre de cette aventure de vengeance et de sang ? Encore des cris, si proches, si proches. « Golof !» La voix d'Ivana semble près d'expirer en prononçant ce nom abhorré. On frappe du poing sur les murs, on tâte les murs. Si les poings sonores frappent sur la tapisserie et si les autres entendent résonner la double porte de bois, ils sont perdus, ils sont morts. Et la porte s'ouvrira comme elle s'est ouverte devant Draga et Alexandre, et ils mourront comme sont morts le roi et la reine, et ses deux frères, Nicolas et Nicodème, et le lion Lazare Petrovitch, et Nomovitch le brave, et Gakovitch, et comme tant d'autres sont morts dans les nuits rouges de l'Orient ensanglanté. Un grand tumulte de meubles remués, de caisses que l'on traîne, et encore la voix de Golof qui donne des ordres, et la voix expirante d'Ivana à l'oreille de Rouletabille. Ils ont fini d'assassiner. Maintenant ils volent. Oui, les misérables sont à la curée de tous les objets de valeur. Ils dépouillent les murs et vident les tiroirs. Ce Golof est décidément un bandit de grand chemin. Mais ils n'ont pas fini d'assassiner, non. Et la preuve en est que voilà revenu Vélio. Celui-ci n'est pas encore mort. On l'a traîné de la cave au grenier, et le voilà de retour dans cette pièce. Il est jeté presque contre la cloison. Il tombe à genoux et demande grâce, pitié. Il jure qu'il n'a pas vu sa maîtresse, qu'il ne sait rien, qu'il ignore tout de cette maison, qu'il vient d'arriver des champs. Il supplie qu'on lui laisse la vie. On lui laisse 5 minutes pour se décider. Mais il ne parle pas. Il ne parle pas. Il fait des grands signes de croix orthodoxes.
et tout à coup pousse un horrible cri à cause d'un coup de sabre qui lui entre dans la poitrine. On l'entend qui râle sur le plancher, qui se traîne, et l'on entend les coups de pointe dont il est lardé, cloué sur le plancher. Rouletabille voudrait s'élancer, défoncer les murs. Toute sa jeunesse répugne à cette passivité, à 2 pas d'un vieux serviteur que l'on assassine et qui meurt pour Ivana, mais aussi pour lui. Ivana le sent prêt à bondir, mais elle le retient d'une étreinte forcenée. Elle le presse sur son cœur, sur sa gorge haletante, et pour le vaincre et le sauver à 2 pas des assassins, elle lui donne de sa lèvre ardente, enfiévrée, son premier baiser d'amour, parmi son sang, ses longs cheveux humides, baiser débordant de désespoir et de tendresse sauvage, d'étranges mais chastes voluptés à cause de la mort qui regarde ce baiser-là. Quand ils purent respirer et que leurs bras s'amollirent, toute la nuit qui était autour d'eux et toute la maison gardait un immense silence. On eût dit que ce baiser avait commandé le silence, et que c'était lui qui avait fait fuir la horde. D'abord, ils ne purent croire à leur bonheur. Ils écoutèrent, immobiles, des minutes éternelles. Et puis, Rouletabille, malgré qu'elle le retint encore, fit glisser la porte, souleva la tapisserie et regarda. L'aurore, la blême et honteuse aurore, éclairait le hideux spectacle. Ici, le corps de l'officier d'ordonnance, la face contre terre, roulé dans un coin. Là, le cadavre haché de Véliot, du sang partout. Un désordre épouvantable, des meubles renversés, les rideaux des fenêtres arrachés, les fenêtres ouvertes, les vitres brisées. Le silence, la mort et le silence. Le reporter risqua quelques pas dans cet horrible domaine. Pâle comme un spectre, comme l'image de la mort elle-même, Ivana le suivit. Il s'arrêtait, écoutait, épiait. Oui, en vérité, persuadé qu'il n'y avait plus personne à tuer ni rien à voler, les misérables avaient abandonné ce champ de massacre. Rouletabille se retourna et reprit Ivana dans ses bras. Elle était au bout de ses forces, et peut-être de son sang. Allons chez le général. Chez le général. Le jeune homme crut qu'elle allait mourir. Mais elle rouvrit les yeux et ses lèvres répétèrent « Chez le général. » Et de sa main défaillante, elle lui indiquait le chemin qui conduisait à la chambre des reliques. C'est la voix de mon oncle qui m'a averti. Mais il a poussé un tel cri qu'il doit être mort. Allons voir. Et soudain, dans ce silence sépulcral, au fur et à mesure qu'il se rapproche de la chambre des reliques, un gémissement se fait entendre et grandit. Ce sont des faibles appels, bien faibles, bien bas, bien mourants. Mais répétés inlassablement et tout à fait lugubrement. Oh, l'appel lugubre de cette voix qui meurt. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.